Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du vendredi 22 avril 2022. Avant de débuter cette émission, comme d'habitude, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc, pour terminer la semaine, on a Jérôme Powell hier qui est venu un peu gâcher la fête avec des propos concernant le resserrement de politique monétaire à venir. Et effectivement, les dernières déclarations, en tout cas de Jérôme Powell, ont laissé entrevoir une politique de hausse des taux agressive de la part de la Banque centrale cette année. Bon, on le savait déjà, mais finalement on a le sentiment que Jérôme Powell a spoilé, si vous voulez, les annonces concernant les prochaines réunions, à savoir le 3 et 4 mai. Les marchés en fait anticipaient 50 points de base et effectivement, Jérôme Powell, lors de sa réunion, en tout cas lors de sa déclaration plutôt, a estimé qu'une hausse des taux d'intérêt de 50 points de base sera sur la table lors de la prochaine réunion les 3 et 4 mai. Et on le savait, enfin, les marchés en tout cas priceaient euh, cette éventualité, mais finalement, Jérôme Powell l'a confirmé. Donc, léger spoil finalement sur la prochaine réunion, mais sans surprise. Néanmoins, ça conforte en fait l'idée que la Fed euh, prend à bras le corps la problématique de l'inflation. Et il a aussi attendu que Jérôme Powell, en tout cas la Fed, relève ses taux aussi à plusieurs reprises cette année. Alors que l'inflation est près de 3 fois supérieure à l'objectif de 2% de la Fed, il est approprié d'agir un peu plus rapidement, comme l'a souligné Jérôme Powell. Donc forcément, derrière, ces commentaires ont un peu entériné une bascule à Wall Street, où la solidité des résultats trimestriels, dont ceux de Tesla, avait quand même alimenté des gains sur les principaux indices en début de séance. Derrière, forcément, par effet ricochet, les rendements des bons du Trésor américain ont progressé, notamment celui des bons sur 2 ans, le plus sensible au changement des taux d'intérêt, qui s'est établi à un nouveau pic en près de 3 ans. Donc là, on fera le point dans la partie macro, notamment sur le taux à 10 ans. Par conséquent, derrière, hausse des rendements continue, hausse continue des rendements obligataires, donc les valeurs de croissance et les grosses techs cèdent du terrain. En Europe, forcément, on recule aussi en début de séance pour terminer la semaine, après les déclarations de Jérôme Powell, confortant, mais on le savait déjà, il n'y a rien de nouveau, mais là pour le coup ça conforte vraiment le scénario de hausse forte et répétée des taux directeurs américains, même si je pense que Jérôme Powell va se montrer agressif sur les premiers mois et par la suite verra si les effets de sa politique monétaire permettent de juguler un peu l'inflation. Et derrière, euh, ne pas se montrer aussi agressif, comme je vous le disais, car une politique monétaire trop agressive, derrière, risquerait de brusquer un peu l'économie et donc un risque de ralentissement économique aux États-Unis et derrière, euh, forcément, des craintes de récession. Néanmoins, après ces propos, on a quand même des analystes qui ont annoncé tabler sur des hausses de 75 points de base en juin, puis en juillet. Je trouve que c'est un peu beaucoup et cela constituerait la remontée la plus rapide observée depuis 1994. Donc là, pour le coup, j'ai envie de dire un peu toujours plus. Je vois mal la Fed procéder à une hausse de taux de 75 points de base en juin et en juillet. Euh, Tout dépendra, encore une fois, tout dépendra vraiment de l'évolution de l'inflation. Si on a un pic qui s'est établi au mois d'avril, peu probable que la Fed enclenche une politique trop agressive. Sinon,
forcément ça va impacter derrière la consommation aux États-Unis et donc la croissance. Néanmoins, on a de nouveaux scénarios de la part de certains analystes. Maintenant, cette perspective influence aussi les anticipations de taux en Europe, puisque les marchés maintenant monétaires intègrent désormais un relèvement de 80 points de base des taux de la Banque Centrale Européenne d'ici la fin de l'année. Donc là, pareil, à mon avis, Christine Lagarde va devoir se ranger euh, du côté de la Fed. Certes, elle préfère, elle, se laisser du temps, mais l'inflation en zone euro, pareil, devient incontrôlable. Donc peut-être pas adopter une politique monétaire trop agressive, mais en tout cas, tout porte à croire que la BCE, pareil, cherche à jouer la montre, mais derrière, à mon avis, va aussi procéder à des hausses de taux à partir du troisième trimestre 2022. Résultat pareil, les rendements des emprunts d'État de la zone euro ont amplifié leur hausse, notamment après la publication des premiers résultats des enquêtes PMI de S&P Global, qui suggèrent quand même que la croissance de l'activité du secteur privé en France est au plus haut depuis plus de 4 ans. Concernant la partie macro, ici nous avons, pour vraiment que ce soit très clair, un graphique du Nasdaq par rapport à l'évolution des rendements américains, notamment le taux à 10 ans US. Et on voit un peu comment se comporte le Nasdaq par rapport au rendement obligataire, qui fait que une hausse des rendements obligataires freine forcément les valeurs de croissance, car le coût d'emprunt leur coûte plus cher. Elles ont aussi besoin d'emprunter beaucoup pour pouvoir se développer. Donc là, vous voyez que quand les rendements à 10 ans tombent, ce qui était le cas jusqu'à mi-2021, bon, grosse accélération du Nasdaq. Ici, on avait, rappelez-vous, on évoquait déjà la pontification de la courbe des taux, donc on avait eu quelques craintes. Finalement, accalmie derrière sur les taux jusqu'à fin décembre. Le Nasdaq était reparti pleine balle comme en 40. Et maintenant, depuis 2022, on a clairement, vous voyez, une ascension fulgurante et sans faille des rendements obligataires. Donc forcément, le Nasdaq a quand même perdu plus de 20%, a fait un gros rebond. On espérait un peu ici une détente sur les taux et en l'espace de même pas un mois, juste sur la période d'avril, on est passé de 2,4 à quasiment 3%. Là au plus haut sur Mesh, là actuellement, on a fait 2,98. Donc 3%, il faut remonter jusqu'à très loin pour voir un tel niveau. Et donc, par conséquent, ça devient trop lourd pour les valeurs technologiques, le Nasdaq, qui derrière décroche. Bon, certains estiment qu'on a potentiellement une figure de retournement sur le Nasdaq. Je vois passer pas mal d'analyses avec le scénario, vous voyez ici, d'épaule, tête, épaule inversée. Mais là, j'estime que pour le coup, on est à deux doigts d'invalider ce scénario. Si le Nasdaq derrière accélère un peu trop vite, ça baisse. Et plutôt un gros range, à mon avis, à prévoir sur le Nasdaq. Et prudence sur les valeurs de croissance. Certes, on a les résultats, globalement des résultats assez solides, décevants de Netflix, à voir la semaine prochaine avec Facebook, mais pour l'instant, les résultats des entreprises restent assez solides et bons. Euh, les marges des entreprises n'ont pas tellement été rognées à cause de l'inflation. Donc bon, c'est pas le secteur de la tech actuellement qu'il faut privilégier. Néanmoins, il faudra surveiller une détente sur les taux pour revenir ensuite sur les valeurs de croissance. Mais là, pour l'heure, vous voyez, le taux à 10 ans, il ne fait que monter, on tape quasiment les 3%, forcément sous-performance du Nasdaq et potentiellement un range à prévoir si ce fameux scénario d'épaule tête épaule s'invalide dans les prochains jours. Ici, ce sont les perspectives de croissance. Alors, à l'heure où beaucoup s'inquiètent de la récession à venir, du ralentissement économique, effectivement, il y a des inquiétudes sur les marchés. Néanmoins,
la croissance reste encore, en tout cas, les perspectives de croissance pour l'heure restent encore, je trouve, assez solides. Que ce soit le consensus ou les prévisions de Goldman Sachs, vous voyez que sur 2022, euh, généralement, on est entre 3,1% et 3,2%. Bon, ça reste quand même assez bon, je trouve. En revanche, effectivement, pour avoir une croissance un peu plus molle, retour où on était. Voilà. 2019, bon, on a eu une faible croissance aux États-Unis, 2,3, choc lié au Covid, reprise économique derrière. Là, la croissance reste quand même, je trouve, encourageante, en tout cas correcte. Par contre, effectivement, on va retourner sur une croissance, je dirais, un peu plus molle. Et donc le risque derrière, c'est le risque de stagflation. Inflation élevée, croissance molle. Et ça, effectivement, c'est vraiment pas bon pour l'économie. Donc, pour l'heure, je ne vois pas de récession à venir en 2022, très clairement. Bien évidemment, tout dépendra derrière, ce chiffre en tout cas dépendra du resserrement de la Fed, car pareil, euh, les États-Unis sont un pays de consommateurs et forcément, si la Fed met un tour de vis assez violent, ça va freiner la consommation des ménages aux États-Unis. Mais derrière, le but est quand même de juguler l'inflation qui rogne le portefeuille, enfin qui impacte le portefeuille des ménages, et derrière aussi est quand même censé rogner un peu les marges des sociétés. Donc voilà en gros ce qu'il faut retenir sur l'année 2022, des chiffres quand même de croissance qui ne sont pas horribles, mais qui pourraient être impactés en fonction du resserrement monétaire de la Fed. En tout cas, bien évidemment, il faudrait que l'inflation retombe assez rapidement, car on pourrait avoir un début de ralentissement économique à partir de 2023, véritablement, et derrière, si l'inflation est encore trop élevée, eh bien, on va rentrer dans une phase de stagflation. Et là, comme je vous le disais, euh, c'est pas bon pour l'économie américaine. Mais à mon avis, ce sera pas un peu partout pareil dans le monde, que ce soit en zone euro, en tout cas, étant donné qu'on est un peu aussi dans le même schéma avec une inflation record, une croissance qui reste quand même assez soutenue, mais une BCE qui, pour l'instant, pratique la politique de l'autruche. Et donc, si elle reste trop longtemps la tête dans la terre, euh, ça va avoir des conséquences derrière sur l'économie en zone euro. Donc voilà pourquoi les marchés maintenant estiment qu'il est nécessaire en tout cas que la BCE, pareil, prenne à bras le corps la problématique de l'inflation. Concernant la partie graphique, alors le CAC 40 en stand-by, très clairement, on est vraiment rentré dans un range. Je vous disais hier, bon, pensez à prendre des bénéfices, on arrive proche d'un beau niveau et effectivement on repartait de l'avant. Mais encore une fois, bloqué par la MM 50 hebdomadaire. Donc là, ça reste le pivot clé à franchir pour libérer le potentiel haussier. Maintenant, euh, le pire n'est pas certain, comme toujours, et on pourrait de nouveau voilà, consolider dans un énorme range, finalement. Comme c'est le cas depuis maintenant 1, 2, 3, 4, 5 semaines. Voilà. On a une grosse phase de stabilisation à l'horizontale. On ne veut pas aller plus bas, on n'arrive pas à aller plus haut, effectivement, et à mon avis, plutôt un marché à travailler en intraday, difficile de mettre en place des plans swing, sauf si on arrive à attraper la borne haute ou la borne basse, mais sinon, à plus court terme, essayer de prendre quelques amplitudes en intraday. Donc pour l'heure, phase de range à prévoir sur le CAC 40, et pourquoi pas un canal baissier même. Voilà. J'ai
débuté, enfin j'ai tenté de tracer un début de canal baissier ici. Bon, j'attends de voir, je reste quand même dans la stratégie que j'évoquais avec vous euh, par rapport à l'unité de temps hebdomadaire. Si j'arrive à tracer un peu mieux. Je suis aimanté par... Non, là, je suis aimanté par les composantes de l'Ishimoku, mais ce range, 6420 et les 61,8 couplés, je l'ai enlevé, hop, à la MM200. Si je cache l'Ishimoku, voilà, ce sera un peu plus propre. Donc en gros, range entre 38,2 et 61,8. Voilà le plan. Pour l'heure, bon, on n'a pas non plus une grosse baisse, le marché retombe, mais voilà le range qu'il va falloir trader dans les prochains jours. Donc chercher s'alléger en haut, pourquoi pas tenter des ventes. Malheureusement hier, bon, on n'a pas eu de signal de retournement. Je vous rappelle que la semaine prochaine, on a une pluie de résultats sur le CAC 40. Donc là, pareil, ça ne sert à rien de prendre des trades aujourd'hui en swing. On a aussi les élections présidentielles ce week-end. Ça peut avoir un impact, sait-on jamais, si Marine Le Pen crée la surprise, ça peut avoir un impact sur le CAC 40. Pareil pour Emmanuel Macron. Le CAC 40 pourrait être en hausse, pareil pour l'euro. Donc surveillez votre exposition. Il peut se passer pas mal de choses aussi avec le conflit en Ukraine. Et surtout, on a les élections présidentielles. Donc, attention, ça ne sert à rien d'être surexposé sur le marché avant un tel week-end. Voilà, donc plutôt neutre, le CAC 40, je trouve. Neutre, intéressé par des achats en bas, allégé en haut, vente. On fera le point lundi, après les élections présidentielles et lors du début des résultats sur le CAC 40. Mais pour l'heure, pas grand chose à faire, neutre, phase de stabilisation. Le DAX, c'est à peu près la même chose. Je le voyais pour le coup aller chercher les 61,8. J'espère que celles et ceux qui avaient un stop ici ont quand même remonté, mis à BE le stop très clairement. Bon, ça retombe. Pareil, même principe, le range. Là pour le coup, on va se retrouver prisonnier entre notre Kijun et notre Tenkan ici. Bon, les bougies ici manquent. On sent que ça cale. Effectivement, on sent que ça cale quand on voit ces bougies. Beaucoup de mèches, décor assez fébrile, je trouve. Euh, pas des bougies de continuation haussière, permettant de nous dire, ok, poursuite du rebond. Non, au contraire, on sent qu'on a plutôt des bougies d'hésitation, données weekly, et un marché qui soit manque de carburant, soit va se stabiliser dans l'attente du prochain catalyseur, à savoir les résultats des sociétés en Europe à partir de la semaine prochaine. Maintenant, on est un peu comme sur le CAC 40. Très clairement, pareil. Forcément, l'impact sera minime, en tout cas pas aussi important que sur le CAC, mais les élections présidentielles françaises auront, je pense, aussi un impact sur les indices européens. Donc, pour le coup, je reste à l'écart. Vous voyez qu'ici, on est prisonnier entre une Tenkan, une MM50 et une Kijun. Bon, très clairement, c'est un peu la machine à laver. Rien à faire. Je pense qu'on fera le point lundi. On aura un peu plus de visibilité, notamment si on a des gaps. Mais le scénario reste le même. Savoir profiter de ce range, chercher des achats en bas et peut-être s'alléger un peu plus haut vers les 50%. On n'a pas une belle rotation, autant sur le CAC on a vraiment réussi à rallier la borne haute, autant sur le DAX, bon, ça manque un peu de conviction, très clairement. Par conséquent, on pourra avoir un range un peu larvé. Mais là pour l'heure, bon, je suis pas très... je ne vois pas de grosses opportunités. On est de nouveau bloqué par cet oblique, on repasse en dessous. Plutôt intéressé vers les 14 130 si le marché doit retomber pour tenter des premiers achats par ici. Effectivement, on a une petite zone intéressante, mais pas avant. Là, pour le coup, je trouve qu'on est au milieu de nulle part. L'idéal, selon moi, reste quand même le retour sur la bande de base du range. Mais vraiment, je vous le dis encore, aucune raison de s'exposer sur le marché européen avant le week-end.
Le Dow Jones et son magnifique bull trap. Presque envie de mettre en place une stratégie vendeuse. Finalement, peut-être que certains l'ont tenté. Le signal était beau ici. Vraiment, autant ça semblait bien partir hier. Et là, magnifique étoile filante en 4 heures sur la borne haute du range. Et derrière, euh, belle correction. Donc là, pour le coup, il y avait vraiment un joli setup. Peut-être que certains l'ont tenté. Bravo à vous, en tout cas. Si je repasse en données weekly, pareil, je vais voir si, encore une fois, comme sur le CAC 40, vous voyez, c'est cette composante qui va nous permettre de libérer le potentiel aussi, comme pour le CAC. Et même 50, ça fait 5 semaines qu'on se fait des fausses joies à la hausse. Et derrière, ça va de nouveau clôturer sous la MM50. Bon, maintenant on connaît un peu notre pivot en hebdomadaire. Et on saura que au moment où on aura une belle clôture, il y aura du potentiel à la hausse. Pour l'heure, sauf si surprise cet après-midi, mais ça semble mal parti pour réussir à clôturer au-dessus une nouvelle fois de notre MM50. Là, en données daily, en plus de l'étoile filante en données 4 heures, bon, on a quand même un magnifique avalement baissier. Donc là, très clairement, c'est vrai que je trouve que mettre un stop loss là-haut pour viser bas de range, bon, on va pas se mentir, mais le ratio n'est pas top. D'où l'intérêt d'affiner sur des unités de temps plus courtes pour les experts, celles et ceux qui ont réussi à prendre l'étoile filante. Vous voyez ici, avalement haussier, avalement baissier, forcément, je me montre maintenant plus prudent sur le Dow Jones. On est dans un range, un avalement baissier. Bon, phase de trading range, un peu comme sur le CAC, vous voyez, comme sur le CAC, comme pour le DAX. On est dans le même schéma, capé par les MM50, phase de stabilisation dans un range. Bon, ma foi, si on a un rebond, pourquoi pas essayer d'affiner, d'attraper sur rebond pour avoir un meilleur ratio et viser de nouveau milieu de range et borne basse de ce range. En tout cas, même configuration qu'ici, avalement haussier, mais l'inverse, avalement baissier, forcément, je me montre maintenant plus prudent sur les achats et au contraire, signe de fébrilité de la part du marché et plutôt envie de chercher des ventes pour mettre en place une stratégie de ping-pong entre les deux bornes. Ouais, c'est la même chose, c'est très propre. Sur les futurs, on a aussi eu l'avalement baissier, on est en train de casser. Je surveille la stabilisation du marché, mais l'idéal ce serait de revendre à nouveau sur rebond en fait. Là, en données 4 heures, on est sous notre zone. Bon, vendre ici, c'est vraiment pas top, je trouve. Il faudrait tracer un Fibo et espérer d'attraper un petit rebond. Voilà. Tracez votre Fibo et si on arrive à taper les 38,2 ou les 50 et que vous voyez un chantier de retournement 15 minutes, bah, vendre sur ce rebond pour espérer aller chercher plus bas. Là actuellement, en données 15 minutes, je note le range. Donc à surveiller aussi. Pour les traders intraday, ici vous avez un range. Donc certains tenteront peut-être des ventes en haut sur signal, cassure pour jouer le rebond un peu plus haut, et dans ce cas-là, vendre. Si on sort par le haut et qu'on valide ce double creux, jouer la cassure, rebond pour revendre derrière. Sinon, si on reste enfermé là-dessus et qu'on a un joli signal en haut ou cassure par le bas, et bien intraday, pourquoi pas jouer la continuité du mouvement, à savoir la baisse pour aller chercher le prochain support à 34 390. Voilà un petit plan court terme qu'on peut adopter sur le Dow Jones. L'euro-dollar, pareil, pas de plan de trading avant le week-end. Si Macron est réélu, forcément, je m'attends à un gap sur l'euro. Si c'est Marine Le Pen qui passe, ça pourrait accélérer à la baisse. On est sur une belle zone, effectivement, mais pas de plan de trading.
Très clairement. Je. Voilà. Tant pis, tant pis si on rate un mouvement, mais on fait pas du casino, on fait du trading, encore une fois. Et donc, oui, on a une très belle zone qui m'intéresse ici. Effectivement, la fameuse zone hebdomadaire. On est revenu la taper hier. Elle tient, bas de canal. C'est une très belle zone où j'ai envie de chercher des achats, couplé à notre oblique haussière de celle-là. On a surtout l'oblique mensuel qui passe par tous les plus bas, donc c'est un super niveau, très clairement. Mais j'ai pas de boule de cristal et je veux pas anticiper le moindre mouvement avant les élections présidentielles. Voilà. On peut avoir une surprise, comme pas du tout. J'en ai absolument aucune idée. Mais ça peut décaler sur l'euro-dollar, comme sur les indices. Par conséquent, on surveille notre exposition, on ne s'expose pas inutilement et on ne prend pas des risques inutiles sur les marchés. Tant pis si on rate une partie du mouvement, mais au moins, il faut préserver notre capital. Voilà. Donc, l'euro, on fera le point lundi. On est sur une belle zone, effectivement, potentiellement un range en données 4 heures. Vous voyez ici. Et donc, forcément, je suis intéressé pour payer la borne basse. Voilà. J'en ai marre d'être aimanté. Hop. Voilà. Là, on a un très beau range qui est en train de se dessiner. Effectivement, l'idéal, ce serait de revenir taper la borne basse et ping-pong, achat en bas, on allège en haut, on fait un reverse, etc. Jusqu'à avoir une cassure d'une des deux bas. Voilà le plan, mais à surveiller pour la semaine prochaine. Bon, GBP USD, le stop loss, lui, a volé en éclats pour le coup. Peut-être que certains ont tenté un achat ici, c'était vraiment la chose à faire. Pour rappel, on a eu les ventes au détail qui sont tombées ce matin et ça a plombé les ventes au détail qui sont ressortis bien en dessous des attentes. Forcément, ça a plombé la livre sterling. Et derrière, on est venu taper le bas du canal. Donc, effectivement, on avait un plan à l'achat ici, scénario de range, avec ce beau chandelier ici, malheureusement stoppé. On est venu taper la borne basse du canal et on est en train de remonter. Donc, on avait quand même identifié ce canal. Je vous disais qu'effectivement, si on cassait par le bas, l'idéal c'est d'aller chercher la borne basse. Ça a été un peu en mode éclair. Mais celles et ceux qui ont eu le courage d'appuyer sur la gâchette ici, vous avez quand même un super point d'entrée. On est sur une zone, là vous la voyez. Toutes les mèches ici. L'accumulation de toutes les mèches. On a une très belle zone à 1,2860 couplée au bas du canal. Donc celles et ceux qui sont vraiment bien rentrés peuvent déjà mettre à BE leur stop loss et espérer un retour sur les 1,30. Voilà. Malheureusement, notre setup à nous n'a pas fonctionné. La baisse pour la jouer, ça a été quand même assez rapide. Mais là, sur une telle zone, voilà, puis on a un bel avalement aussi en plus qui est en train de se matérialiser en données horaires. Pourquoi pas tenter un achat si on a un repli derrière. Si on a de nouveau un repli, stop loss sous la zone pour tenter. Mais là, ça fait un peu tard. Je trouve l'idéal, c'était vraiment de tenter sur touchette, me protéger très rapidement pour jouer le rebond technique. Voilà le plan. Des plans à surveiller pour la semaine prochaine, même si j'aime bien la configuration, très clairement, c'est l'AUD-Yen. On est en train de valider la divergence baissière. Enfin. Voilà. Donc là, on a une très belle divergence. On est en train de casser le niveau de support. Elle est en train de se valider. Donc un plan baissier à surveiller pour la semaine prochaine. Voilà, une petite zone, elle n'est pas énorme.
On est quand même sur une zone de résistance. C'est pas la plus belle zone non plus, mais bon, un but sous résistance ici. Et là, j'aime bien après l'envolée, le sentiment que le marché ici a tout donné sur cette bougie-là, en mode euphorique, et derrière commence à retomber, à valider la divergence, ce qui fait qu'on pourrait aller chercher notre Kijun dans un premier temps, et après espérer aller chercher la MM50. Je vise pas les 90, les 50% de Fibo, ça me paraît beaucoup, très honnêtement. Mais dans un premier temps, la Kijun va se mettre à plat, donc viser notre Kijun. Et puis la MM50 va remonter, donc viser les 38,2 plutôt. Voilà. Voilà le plan à surveiller pour la semaine prochaine. Si, confirmation de la divergence, ce soir en cassure de support. Le GBP AUD, pareil, il y avait un plan qui était toujours en place, à savoir celui de l'épaule, tête, épaule. La bougie d'hier est belle, très clairement. Malgré les ventes au détail, pour le coup, le GBP AUD a bien tenu comparé à la livre sterling face au dollar. Là, j'aime bien cette bougie. Je vous disais, bon, il faut absolument qu'on casse notre Kijun pour aller chercher notre fameux 38,2. Prendre notre TP final sur MM50. Donc là, belle bougie qui break Tenkan Kijun, ça tient. Toujours dans ce scénario d'épaule tête épaule inversé, de divergence haussière. Et là, vraiment belle bougie 4 heures ici, c'est encourageant. Voilà, j'aime bien ce qu'on est en train de faire. Les acheteurs ne lâchent rien. Et peut-être que... Ouais, un joli canal, vous voyez. On a un beau canal haussier. Notre fameuse épaule, tête, épaule. On s'est fait une petite frayeur, mais elle a tenu. Celles et ceux qui sont rentrés ici, je vous disais de laisser votre stop loss là, trop tôt, enfin, impossible de se mettre à break-even. Celles et ceux qui étaient rentrés dans le but de jouer la deuxième épaule grâce à la validation de la divergence, eh bien votre stop loss est toujours là. Je pense que vous pouvez le mettre légèrement stop win sous les plus bas ici maintenant. Hop, ouais. Par ici, stop loss win, légèrement stop loss win, et aller chercher les 38,2. Donc là, l'idéal serait vraiment d'aller taper la borne haute du canal. Les 38,2, je crois que c'est les 1,8065 normalement. Un peu plus bas, c'est les 1,7950. 1,7950. Ouais, je pense qu'on peut aller les chercher. On peut aller les chercher. Mais viser la MM50. Voilà. Pas forcément le ratio de 38,2, mais la MM50. Donc derrière, déboucler la position totalement sur ce niveau proche de la MM50. Voilà le plan. Et ce plan, selon moi, est toujours en place, c'est toujours valide. Le gold, bon, comme expliqué en introduction, hein, vous comprenez mieux pourquoi bambou plie mais ne rompt pas, j'ai envie de dire. Mais les rendements, les taux à 10 ans, quasiment à 3%. Globalement, ça résiste bien, mais voilà, on est sous pression. On est sous pression. On aurait pu avoir bien pire, très honnêtement. Oui, on cède du terrain, mais quand on voit l'envolée des rendements à 10 ans et le gold qui a suivi le mouvement, dû notamment à au conflit en Ukraine, à la guerre en Ukraine. Donc ça, c'était ce mouvement qui était initié suite à l'invasion de la Russie en Ukraine. Mais derrière, les taux se sont quand même envolés et le gold a quand même bien résisté. Là, quand les taux ont commencé à remonter, vous voyez, le gold battait de l'aile, très clairement. Maintenant, on est sous pression, comme toujours, mais on tient plutôt bien. Donc c'est sûr qu'à la moindre détente, la moindre accalmie, l'once d'or devrait repartir derrière. Ce qui explique aussi la bonne tenue de l'or, c'est par ailleurs la mauvaise performance du marché action.
et les inquiétudes, comme je vous le disais aussi en introduction, concernant un peu le ralentissement économique, voire même les risques de récession. Tous ces éléments derrière contrebalancent la hausse des taux, à savoir ce qui permet justement à l'once d'or de bien tenir à cause d'une performance plutôt médiocre actuellement sur le marché action et des craintes sur la conjoncture économique. Bon, pour l'instant, je trouve qu'on est sur un niveau clé. On va d'abord passer en hebdomadaire, mais ouais, en hebdo, ça va retomber. On peut aussi avoir de nouveau un range. Voilà. Ici, phase de consolidation dans un range. C'est probable et envisageable. Néanmoins, j'accorde quand même de l'importance à la MM50 daily. À la MM50 daily couplée à l'oblique haussière. Voilà, si elle casse, on laisse tomber. On attendra les 1910 de nouveau pour chercher des achats. Voilà, là pour l'heure, on est vraiment sur un bon niveau, milieu de range, enfin l'ancien range qu'on avait ici, on est sur le milieu de range. MM50, ça tient. Tant que j'ai pas une clôture sous mon oblique et sous ma MM50, je dirais pas que je garde espoir, mais je pars du principe que les acheteurs peuvent encore se manifester pour permettre un rebond. Voilà, si ça casse, très clairement, on laisse tomber, on reviendra plus tard et on tentera de nouveau des achats sur la zone ici, 1910. Là, le seul élément qui me dérange, effectivement, c'est la cassure qu'on est en train de faire en données 4 heures. Là, on avait un peu ce range de consolidation. Vous voyez, tac, 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 tac. Et là, en données 4 heures, bon, il reste 30 minutes, affaire à suivre, mais bon, on peut aussi avoir un bull trap, un bear trap, pardon. C'est envisageable, mais je ne passerai pas vendeur, en tout cas, vraiment, tant que mon oblique n'aura pas cédé sous l'impression vendeuse, en même temps que ma MM50 en clôture de bougie. Voilà, tout peut se passer encore dans la séance avec l'arrivée des investisseurs américains à 15h30. On peut très bien réintégrer ce range. Si on réintègre ce range, pourquoi pas chercher même des signaux à l'achat pour viser un retour sur la borne haute et une sortie pour le haut du range. Donc range 4 heures à surveiller. Si réintégration, c'est de bon augure. Si ça casse et qu'on accélère, pas d'achat prématurément, on laisse le marché retomber sur zone et comme d'habitude, on travaillera les zones, uniquement les zones, pour tenter de nouveaux achats sur le métal jaune. Le Brent fait du surplace, pas grand chose. Pas grand chose à dire depuis, enfin pas grand chose à dire dessus depuis hier. On est sur une zone, oui, mais je n'ai pas de signal majeur de bougie flux directionnelle. Bon, on se stabilise, prisonnier entre Tenkan Kijun sur une zone. Pour l'instant, passez votre chemin. Voilà. On n'a pas eu d'action cette semaine, je trouve, à part la chute en début de semaine, mais depuis, plus rien. Prisonnier entre pareil, Tenkan, Kijun, MM50. Il n'y a pas de flux, il n'y a pas d'action. Par conséquent, on va sur des marchés où il y a du flux, il y a de l'action, il y a de la visibilité. Là, pour l'instant, on est sur une zone de support. Je m'attends vraiment à un gros range de consolidation sur le pétrole, mais pour l'heure, balle au centre. Voilà. Les acheteurs gardent la main, ça reste haussier, mais à court terme, balle au centre. On préserve juste un niveau de support, mais il n'y a pas pour autant de flux, de grosses accélérations qui nous permettent en tout cas d'établir un plan de trading. Fin de la semaine, vendredi, pareil, aucune raison de se positionner, de s'exposer sur le pétrole juste avant le week-end. Pareil, avec la guerre en Ukraine, il peut se passer beaucoup de choses durant le week-end. Donc
Mieux vaut être liquide, ne pas s'exposer sur le pétrole, revenir à tête reposée lundi, et puis on verra si on a des opportunités. Mais là, très honnêtement, comme je vous le disais depuis hier, assez neutre, dans l'attente de signaux ou d'un catalyseur. Intéressé pour chercher des achats, très honnêtement, si je devais me mouiller un peu, étant donné qu'on est sur zone, ça tient. Envie de chercher des achats, mais il me faut un signal. Voilà. Et là, on est dans un range, il ne se passe rien. Je reste à l'écart. On fera le point lundi matin. Le light, c'est exactement la même chose. Voilà. Seulement qu'on n'est pas sur des zones. Donc là, pour le coup, je suis un peu embêté. J'aimerais qu'on revienne sur des zones. Donc, comme sur le Brent, neutre. C'est haussier en daily, on est soutenu, mais vous voyez qu'ici, pareil, prisonnier dans le nuage, entre Tenkan et Kijun, rien à faire. Voilà. Phase d'hésitation, de neutralité du marché. Bon, pourquoi pas tenter des ventes si on remonte en haut et tenter des achats si on revient taper un peu les différentes zones. Mais pour l'heure, on est au milieu de nulle part, prisonnier vraiment dans le nuage, MM50, Tenkan, Kijun, rien à faire, passez votre chemin dans l'attente d'un prochain flux, très clairement. Voilà. Bon, on reste à l'écart. Voilà. Le scénario que j'entrevois, ce serait le range. Gros range de consolidation. Donc là, on est un peu sur le milieu de range. Rien à faire selon moi. Pour l'instant, le pétrole a donné pas mal de trades intéressants. Mais depuis peu, perd en volatilité, perd en amplitude. Par conséquent, autant aller sur des marchés un peu plus punchy. Le BTC, déception finalement, trop corrélé encore une fois au Nasdaq. Ça partait bien hier avec ce double creux qui est en cours de formation. Derrière, ça retombe, tellement impacté par la politique monétaire de la Fed, tellement corrélé au Nasdaq que finalement ça en devient presque barbant. Pour un actif qui est censé être une alternative, en tout cas au marché traditionnel, c'est un peu décevant de voir que on a un BTC qui est corrélé à plus de 0,7 points au Nasdaq. Donc finalement, c'est ni plus ni moins que du Nasdaq en levier et impacté par les décisions monétaires des banquiers centraux. Pour l'heure, on est un peu loin de la théorie selon lesquelles on est sur un or numérique, une valeur refuge, on est sur un actif à risque, tel une action de croissance ou une grosse tech. Voilà. Bon, toujours dans ce canal, décevant, comme je vous le disais. La clôture hebdo ne va pas être convaincante finalement. Et on va continuer de végéter quelques temps entre 45 000 et 37 500. Voilà. Là, on retombe sous Tenkan, sous la zone. Bon, le dernier rempart, comme vous le savez, c'est le bas de canal. Sur le fil du rasoir, si on est amené à accélérer, bon, eh bien, on ira chercher un peu plus bas, c'est pas bien grave. Mais pour l'heure, incapable de prendre incapable de faire cavalier seul sans les aléas qu'on peut avoir autour des discours des différents banquiers centraux, des responsables de la Fed qui font qu'à chaque fois le BTC retombe derrière. Pareil, plombé aussi par la hausse des rendements obligataires, très clairement. Par conséquent, prudence sur ce marché, ça consolide, mais les signaux haussiers sont relativement fébriles, je trouve. Voilà. Bon, le double creux est pas passé, rien n'est fait. Bon, j'ai envie de dire que le pire n'est pas certain, mais
c'est limite. C'est limite, et si on casse vraiment les 41 000, forte probabilité qu'on accélère cette fois-ci vers la borne basse de notre canal de long terme. Donc pour l'heure, pareil, le BTC en swing, c'est pas terrible, plutôt des mouvements à très court terme à chercher. Et puis, si on doit retomber aller un peu plus bas, et bien on surveillera les 35 000 points pour de nouveau chercher des achats. L'Ethereum, pareil, bloqué sous MM50. En données weekly, daily, ça retombe. Bon, on est dans un range là pour le coup. Gros range à trader sur oblique, ça peut être intéressant. Voilà, on avait notre oblique ici. Si on revient taper l'oblique et le bas de range, pourquoi pas chercher des achats sur ce bas de range. Voilà la stratégie. C'est un peu plus propre. Ok, donc autant en donner 4 heures, c'est pas top. Mais on a un range ici. Je pensais qu'on aurait eu des mèches, mais pas du tout. On va se mettre. On va se mettre en données daily, prendre les niveaux clés. Donc, grosse phase de range. Soutenu encore un peu par la MM50. Essayer d'affiner en données 4 heures, ma foi, s'il y a des signaux intéressants proches de ce niveau-là pour tenter des achats. Stop agressif, ce serait sous la zone. Stop plus large sous cette zone-là. Mais attendez vraiment un signal assez fort. Voilà. Parce que là, en données 4 heures, pour l'instant, on n'a strictement rien. Je préfère très clairement la configuration de l'Ethereum par rapport au BTC, mais faudrait pas se prendre les pieds dans le tapis bêtement, quoi, très clairement. Donc, on a un beau niveau, mais à condition d'avoir pareil un joli signal pour tenter cet achat, avec soit un stop loss par ici, l'idéal, le plus prudent, ce serait quand même sous la zone, je trouve, et espérer cette fois-ci une cassure du range par le haut. C'est les 61,8 au final, 61,8. Si on prend ce mouvement, presque les 50%. Ok. Non, c'est plus convaincant que le BTC, très clairement, l'Ether. Mais je n'enverrai pas un plan ici sans un véritable signal convaincant, nous permettant voilà, de rentrer plus sereinement pour viser de nouveau un redémarrage. Mais en tout cas, il y a une belle zone à surveiller, affinée en données 4 heures. S'il y a une belle bougie flux, pourquoi pas tenter un achat. L'idéal reste selon moi un stop loss sous cette zone-là. Ici, j'ai peur que ce soit trop agressif et qu'une mèche un peu assassine vienne un peu sortir. Donc, plutôt sous cette zone pour avoir une marge suffisante, un coussin, voilà, nous permettant vraiment d'encaisser si on a un peu de volatilité, sans pour autant se faire sortir du marché bêtement. Voilà. Voilà le plan. Bon, à affiner d'ici la semaine prochaine, enfin d'ici ce week-end, étant donné que le marché ne ferme pas. Mais s'il ne se passe rien, on verra ce qu'on fait lundi prochain. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Faites attention au marché avec les élections présidentielles. Surveillez votre exposition. Ne soyez pas trop exposés, que ce soit sur l'euro ou les indices européens. Tout peut se passer. Donc, pensez quand même à préserver votre capital. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi pour un nouveau point complet sur la planète finance.